Dans une psychanalyse, il y a une sorte d'énigme. On tente de s'en approcher, de la résoudre. Qui suis-je? Qui sommes-nous? Notre désir, notre jouissance, nos symptômes, nos identifications, à quel genre appartenons-nous? Quel genre de femme êtes-vous, madame? Et vous, monsieur, quel genre d'homme êtes-vous? Vous êtes tout à fait mon genre. Votre truc, ce style qui se dégage de vous, qui semble même vous échapper, j'aime beaucoup. Qu'est-ce qui fait votre singularité, la vôtre, la mienne? De cette énigme liée à notre existence, y aurait-il une vérité ou des vérités? Et quelles seraient ces vérités? Vérités qui mentent, mensonges qui dînent une part de vérité, ou réalité des faits? Percevant que quelque chose se jouait en moi et que cela me paralysait, j'avais décidé d'aller à la recherche de ces mines cachées, de ces détonateurs invisibles. Un ami, alors que je lui disais que j'aimerais commencer une psychanalyse, me donna le contact d'une psychanalyste. Et c'est comme ça que commença mon analyse. Tout au long de ces années, sans chercher à entrer dans la théorie, le travail analytique m'a accompagné, tel un partenaire, sur une route singulière, joyeuse, solitaire aussi, celle du langage.
Oui, de cette place-là, je suis une partenaire. Une partenaire du langage. Venez. Je suis en train de faire un travail, celui de récupérer mes notes dans mes cahiers. Il y a des notes depuis le début de mon analyse. Et quelle est l'étrangère que vous découvrez? C'est fou, je suis complètement hystérique. Mais il y a une déception, il y a un tel verbiage, une telle profusion de plaintes, de blabla. Je cherche les moments où vous avez dit des choses, où vous m'avez arrêté. Mais il y en a si peu. Tout le monde fait ça. Tout le monde a besoin d'en passer par le récit. Et si l'on disait que ce n'est pas le récit que l'on écoute, mais autre chose, les gens s'en iraient. C'est un beau travail que vous faites là. Personne d'autre que vous ne peut le faire. Je les classe, sans tenir compte de la chronologie. C'est important qu'il n'y ait pas de chronologie. Je les classe plutôt par thème. J'aimerais en faire quelque chose. Ah, c'est une bonne idée. Dans ce temps variable que peut avoir une séance, je m'efforce de retracer les scansions, les arrêts. Bien qu'il m'est arrivé de ne pas comprendre pourquoi l'arrêt. Lacan a inventé la formule « je n'en veux rien savoir ». Dans l'introduction du séminaire, encore, il dit « Je me suis aperçu que ce qui constituait mon cheminement était de l'ordre du « je n'en veux rien savoir ». C'est sans doute ce qui, avec le temps, fait qu'encore je suis là, et que vous aussi, vous êtes là. Je m'en étonne toujours, encore. Ce qui, depuis quelque temps, me favorise, c'est qu'il y a aussi chez vous, dans la grande masse de ceux qui sont là, un « je n'en veux rien savoir ». Seulement tout est là, est-ce bien le même? Votre « je n'en veux rien savoir » pourra peut-être m'enseigner quelque chose. On s'arrête là. Mes dossiers top secrets d'une grande intimité, les proches que je me fais, mes galères avouées, idées fixes, petits vélos, vraiment ça ne colle pas trop, j'ai pas de peau. Je me sens dépendante et ça me fout une de ces rages. On s'arrête là. Ah bon? Pourquoi? C'est le travail qui veut ça. Faire confiance en l'inconscient. Il y a la peur, dit-on que j'ai mon labeur, mais dans ce grand procès, j'avoue les énoncés, j'ai beau voir comme un ange, c'est quand même très étrange. L'avocat, l'accusé, le juge et le plaignant sont tous aussi chancelants. Je veux pas qu'on entre dans mes rêves, on s'arrête là. Ah bon? Pourquoi? Allez, passez de bonnes vacances, je rentre le 3. Faire confiance en l'inconscient. Les blagues lâchent la roue libre, dès que c'est par là que ça vibre, un petit bout qui échappe, un lapsus anodin, un rêve qui revient soudain, un petit mot de travers, c'est peut-être tout à l'envers, une formule qui nous amuse, c'est ça la rue. On s'arrête là. Ah bon? Pourquoi?
C'est cruel, mais c'est comme ça, vous pouvez y voir un peu de ça. Faire confiance en l'inconscient. Dans un petit cabinet, une virgule dans le verbiage me montre d'autres rivages. Termine l'anesthésie, les paroles infinies, un petit bout de vérité, non pas là, inachevé. Ça commence là. Venez. Enfant, je voulais à tout prix ressembler à une vraie petite fille. Je voulais avoir des talons hauts, les oreilles percées, les cheveux longs. Mais ma mère, irrévocablement, me faisait couper les cheveux. Je me souviens que je pleurais chaque fois qu'elle m'emmenait chez le coiffeur. Au fond, je crois que j'ai toujours rêvé être une petite fille très cucu, alors que cela faisait horreur à ma mère. Là, j'aurais dû dire on s'arrête là. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai laissé parler. De mon père, qui seul contre tous porte le monde sur ses épaules, et que longtemps je me suis identifiée à lui. Parler d'un souvenir de ma mère, perché sur son escabeau qui me disait qu'il ne fallait jamais dire ça aux hommes. Parler d'un ami qui m'avait dit que cette chose-là était terriblement narcissique, que ce qui m'avait dérangé là-dedans, ce n'est pas qu'il critiquât cette chose-là, mais qu'il ne se rende pas compte précisément que là-dedans, quelque chose le dérangeait, quelque chose d'intime sans doute, quelque chose qui le regardait, et que de cela il n'en sache rien. Là, je dis on s'arrête là. Vous avez voulu être une petite fille très cucu, ça n'a pas marché. Dommage. Il y a une équivoque à ce mot cucu, j'aurais dû vous arrêter là-dessus, j'ai raté mon coup. Allez. Mais je vous ai entendu, vous savez. Oui, allez, passez de bonnes vacances, je rentre le 3. Une petite fille très cucu qui veut toujours être vue. Un petit trou du cul qui ne veut jamais se montrer. Ma chère petite mère, comment vas-tu? Voilà 3 semaines que tu ne m'as pas donné de tes nouvelles. Je travaille actuellement sur mon prochain spectacle. Il y est question de désir, de ce que c'est qu'être une femme, de quel genre de personne nous sommes. Je tente de m'en approcher. Si tu as une idée à propos de cela, écris-moi quelque chose. Quel genre de femme es-tu, par exemple? La mère, je la connais, enfin je crois. Mais la femme... Je t'embrasse, ma petite maman. À très bientôt. Ta fille. Allô, oui? Un rendez-vous pour le 15? C'est bien une psychanalyse que vous cherchez. Alors entendu pour le 15 à 11 h. Vous avez l'adresse? Parfait. Alors je vous attends. Venez. Je vais quitter mon mari. Nous savions que vous l'aimiez et qu'il vous aimait. Ce que vous ne saviez pas, et moi non plus d'ailleurs, c'est que vous ne pourriez pas vivre avec cet homme. Il ne veut pas que je le quitte. L'amour est injuste. Ce n'est pas parce qu'on aime l'autre que l'autre veut la même chose. J'ai un enfant avec lui. C'est un magnifique cadeau. Il me reproche de briser le rêve de fonder une famille. Le rêve que nous avions ensemble. Au bout de tant d'années d'analyse, vous ne pouvez pas reconnaître que vous n'êtes pas famille, style bobonne à la maison. La famille, ça n'a pas l'air d'être votre truc. Pourtant, ma famille était une famille heureuse. Tout le monde voulait nous ressembler. Oui, c'est le fantasme qu'il s'en faisait. Vous pouvez aussi vous rendre compte que pour vous, le couple, ce n'est pas une chose facile. C'est même très compliqué. Et rien n'est moins évident pour vous que de reconstituer un couple. Vous ne semblez pas aimer la famille. Le constat est-il que je ne suis pas capable d'être la femme d'un homme? J'étouffe quand je me sens enfermée. C'est quelque chose à partir de quoi vous pouvez vous positionner, vous poser des questions. Qu'est-ce que vous attendez d'un homme? Mais je veux aimer un homme. On s'arrête là.
Venez. J'ai fait un rêve. Je suis dans le métro et je cherche l'être aimé, il a soudainement disparu. Les portes se referment, je regarde les gens qui me voient, mais qui se taisent, ils sont indifférents. Soudainement, je me rends compte qu'on m'a volé mon sac et que j'avais toute ma vie dans ce sac. Je suis complètement démunie, je me réveille. Qu'est-ce que vous en dites? Ça m'a rappelé une scène. Je devais avoir 12 ans, peut-être moins. Je suis dans le métro avec mon père et il se moque un peu de moi parce que je regarde avec insistance un couple s'embrasser à travers le reflet de la vitre du métro. Et en fait, je ne sais pas si mon père se moque de moi parce que je ne regarde pas directement ce couple s'embrasser puisque je le regarde à travers son reflet. Ou bien s'il se moque de moi parce que je regarde avec insistance ce couple s'embrasser alors qu'il y aurait des choses beaucoup plus intéressantes à faire dans la vie. Ah ça, ce n'est pas sûr. On s'arrête là. Je rêve que je suis dans le métro. Je cherche un homme, c'est l'être aimé. Il a soudainement disparu, il était là, je l'ai perdu. Je crie, je cours, je le cherche. Les portes se referment, je regarde les gens qui me voient mais qui se taisent, ils sont indifférents. Soudainement, je me rends compte qu'on m'a volé mon sac et que j'avais toute ma vie dans ce sac. Je suis démunie, désemparée. Je rêve que je suis dans le métro. Je cherche un homme, c'est l'être aimé. Il a soudainement disparu. Il était là. Je cherche. Venez. Être un objet de désir me fait flipper. C'est très vrai. En plus, quand je deviens un objet de désir, je deviens bête. J'ai plus d'idées. Je suis vide. Je ne sais plus qu'injurier. Oui, vous devenez un objet qui se tait. Comment on fait si chacun ne fait que ce qui concerne son propre désir? Si l'on vit qu'en suivant ses désirs, c'est la solitude assurée. Quand vous aimez un homme, il entre dans cette catégorie, il devient un objet de désir. Comment ça s'articule alors l'autre quand il est cet objet de désir? On négocie. Je fais ça, tu fais ça. Oui, c'est souvent comme ça que je fais. Je négocie. Mais ça ne marche pas. Ben non. On s'arrête là. Venez. Je n'ai toujours pas compris ce que c'était qu'un objet. Comment ça? Vous savez parfaitement ce qu'est un objet. Mais non! Écoutez, je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé et qui a été déterminant. J'étais dans la piscine avec mes 4 petits-enfants, c'était l'heure du goûter, le dernier a voulu un gâteau. Il ne restait qu'un seul gâteau, donc je le lui tends. Mais à ce moment-là, les 3 autres sont arrivés en disant qu'ils voulaient aussi un gâteau. Comme il ne restait qu'un seul gâteau, j'ai partagé le gâteau en 4. Et alors, ils n'en veulent plus. Ils disent qu'ils ne veulent pas d'un bout de gâteau, qu'ils veulent le gâteau en entier ou rien du tout. Je dis, eh bien tant pis, et je mange le gâteau. Un objet, ce n'est pas figé, ça bouge, ça transforme, mais ça reste ce qu'on veut pour soi. On s'arrête là. Venez. À la dernière séance, je vous ai demandé de me dire ce que c'était qu'un objet. J'étais en colère, parce que je voulais que vous m'expliquiez quelque chose de l'objet du point de vue de la psychanalyse. Je vous prête ce savoir, mais au fond, je sens bien qu'il y a quelque chose en moi qui refuse ce savoir.
D'ailleurs, je me sens souvent écrasée par le savoir qui vient de l'autre. Ça, c'est très vrai. On s'arrête là. Le seul savoir qu'il y ait ici, c'est celui de l'énonciation. L'énonciation de vos rêves, par exemple. La manière dont vous en parlez. Vous savez cela? Venez. Je voulais vous dire, en ce moment c'est un petit peu difficile. Alors, soit je viens 2 fois moins souvent, soit on baisse le prix de la séance. En fait, c'est ce que j'aimerais. Eh bien, alors entendu, faisons comme ça. Je vous remercie. Je n'arrive pas à trouver ma place. Il y a ce sentiment de ne jamais être à sa place. La question est, vous avez une place ou plusieurs places? Plusieurs? On s'arrête là. Mère, femme, fille, sœur, amie, épouse, amante, mère, femme, fille, sœur, amie, épouse, amante. Venez. Dans mon travail, Oui. je cherche souvent un peu à semer la merde. Vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde pas, par identification sûrement. Oui, oui, c'est ça. Je m'identifie à tout le monde. D'ailleurs, je pense souvent à remplacer telle ou telle comédienne qui serait malade. Ou morte, peut-être. Votre place est unique. Elle a dit unique. Et puis elle a dit autre chose. Unique et merveilleuse. Non, merveilleuse, elle n'a sûrement pas dit cela. Je me souviens de son sourire. Votre place est unique et n'appartient qu'à vous. On s'arrête là. Venez. Quand je me sens obligée de faire quelque chose, il n'y a plus de désir. C'est quoi mon désir? Le désir, c'est vertigineux. Dans la pièce de Garcia Lorca, Noces de sang, il y a cette femme que je joue. Elle veut toujours quelque chose de lui qu'il ne peut pas lui donner. C'est le désir sous la forme de revendication. Tu ne me donnes pas ce que je voudrais. C'est une énorme déception. Ah oui. J'ai fait un rêve. Je suis sur le divan et je vous dis, Marie Curie était heureuse quand elle travaillait. Vous n'êtes pas d'accord avec moi. Vous me dites quelque chose que je ne comprends pas, que je n'entends même pas. Alors je vous demande de me redire ce que vous avez dit, mais vous ne le faites pas. Comme si cela n'avait plus d'importance. Qu'est-ce que vous en dites? Alors j'en sais rien du tout. Là où je ne vous rejoins pas, c'est quand vous faites une seule chose, du désir et du plaisir. Ce qui conduit notre désir ne nous apporte pas forcément de plaisir. Le désir et le plaisir, ce n'est pas forcément lié, ça ne marche pas ensemble. Ce qu'on doit faire, c'est plus du désir. On s'arrête là. Venez. Une chose en moi s'est transformée. Mon intarissable demande et la peur d'être quittée, elle est partie. Je n'ai plus peur de la séparation. Ce n'est pas plus mal. Plus il y a de demandes, moins il y a de désirs. C'est mathématique. On s'arrête là. Je fais beaucoup de théories avec vous aujourd'hui. Plus
il y a de demandes, moins il y a de désirs. C'est mathématique. Il y a un plus et il y a un moins. La demande, c'est plus, 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 ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours de la demande, beaucoup de demandes, jamais de fin à la demande. La demande est inconditionnelle, la demande d'amour. Aime-moi. Le désir, quand il est là, le désir, c'est une chose qui... T'as compris? Le désir, je l'attrape par un bout et il s'échappe par un autre. Le désir, ce serait peut-être du moins. Il se trouverait par soustraction. Il y aurait une condition au désir. Nos désirs si soudains sont soumis, c'est certain, à notre petite équation. La résoudre, voilà la question, cachée au sein de mon sein, par mes très grands soins, tyrannique objet de désir. T'enfuirais-tu quand je m'approche, me regardant sans que je te vois? Je passe à côté de ta voix, tu me tracasses, tu me pourchasses. Je te veux, tu me chasses. Désir, pourquoi tu t'enfuis? Paradoxe d'un je suis, il danse dans une même ronde. Désir demande que je sonde. Quand il met son parfum, quand sa jupe flotte un brin, quand elle m'attend au bout du train, quand il m'échappe et revient, quand il me dit que t'es belle, et puis qu'il me roule une pelle. C'est mon petit scénario. Il est passé par ici, il repassera par là. Il court, le furet du bois joli. Il est passé par ici, il repassera par là. Le furet du bois joli, le furet du bois bédard. Ma très chère fille, pas grand-chose de nouveau ici. Tu parles de féminité. On est sexué, mâle ou femelle, avec des caractéristiques liées à ce sexe. Mais le genre de personne que l'on est, c'est une autre histoire. Au fond, qu'est-ce qui définit si je suis un homme ou une femme? Mon sexe? Pas sûr. Moi, petite fille, je rêvais d'être un garçon. Mon frère avait tous les droits et moi aucun. Résultat, je détestais les bandes dessinées avec des petites filles cucu. Je me suis fait couper les cheveux en cachette de ma mère et je les ai toujours gardés comme ça, courts. Enfin, il m'est même arrivé de me faire passer pour un garçon. Plus tard, j'ai été parmi les premières femmes à travailler en pantalon. Je voulais la même liberté que les garçons et je l'ai eue. Au fond, j'étais genre masculin dans un corps féminin. Je t'embrasse, ma fille. À très bientôt. Venez. Jeune, j'avais des difficultés à ressentir quelque chose à l'intérieur de moi, dans mon vagin. J'avais l'impression qu'il n'était pas investi, qu'il était anéanti du rapport sexuel, comme si une partie de moi était morte. Je veux être pénétrée,
Mais quand l'homme est dans moi, c'est le vide. Il se passe rien. Je demande, je veux quelque chose, mais quand c'est là, c'est l'angoisse parce que je ressens rien. Quelque part dans l'acte, c'est mystérieux, il n'y a pas de mots. Vous ressentez le vide qui vous angoisse. Dans la relation sexuelle, il y a l'abandon. Et ça, j'aime pas ça. On s'arrête là. Qu'est-ce que c'est que ce vide? Pourquoi pas de mots dans l'acte? C'est mystérieux. Mais qu'est-ce qui est mystérieux? Je ne comprends pas. Je ne ressens rien. C'est pas mystérieux, ça. Pourquoi pas de mots? Et c'est quoi? C'est quoi cet abandon? Comment aimer? Comment aimer? Venez. Je n'ai pas confiance dans les hommes. J'ai toujours eu peur des hommes. Peur qu'on me baise la gueule. Qu'on me baise la gueule. On s'arrête là. Sur ça, se faire baiser la gueule. Baiser. Baiser un bec, un béco. Un baiser. Permettez que je vous baise les mains, madame. Baiserai-je papa? Baiser. Baiser in English. Let us have sex. Faisons l'amour. Baiser. Baiser. Se faire rouler. Se faire attraper. Se faire avoir. Tu me baises la gueule? Je te baise la gueule. Tu me baises la gueule? Je te baise la gueule. Venez. On me retire ce qu'on m'a donné. On donne. Et derrière ce qu'on donne, il y a ce qui peut être repris. Je n'aime pas qu'on me retire ce qu'on m'a donné. On vous a donné quelque chose. On s'arrête là. Qu'est-ce que c'est que ce truc que je crois qu'on m'a donné et qu'on me retire? Un mystère. Je lui dis, je demande, et cette demande me décale. Elle dit, c'est tout à fait ça, on s'arrête là. Ça m'énerve. Comme si je ne le savais pas. Mais alors quoi? Il faut rien demander. C'est ça, faut rien demander. Mais comment vivre alors? Comment vivre? Venez. J'ai une non-aptitude au bonheur. Vous avez élaboré des stratégies pour échapper au manque. Et vous êtes toujours du côté du manque, ce que vous n'avez pas. Il y a cette tristesse qui ne me quitte pas. Toutes ces années à pleurer, à dire et à pleurer. Mais pleurer sur quoi, au fond? Elle est bidon, cette douleur. Cet abandon, cette souffrance, elle ne s'accroche à rien. Quand vous avez vraiment souffert du manque, vous n'avez pas été comme ça. Ce qui m'habite pourtant, c'est cette tristesse. Vous dites ma bite, moi j'entends ma bite. On s'arrête là. Concernant le complexe de castration, je vous citerai un extrait de la conférence sur la féminité de Sigmund Freud. Nous avons appelé libido la force pulsionnelle de la vie sexuelle. À cette libido, nous ne pouvons pas attribuer un sexe. Chez la petite fille, le complexe de castration prépare le complexe d'Édipe au lieu de le détruire. L'influence de l'envie du pénis chasse la petite fille de la liaison avec la mère et débouche, comme dans un port, dans la situation édipienne.
Avec la disparition de l'angoisse de castration, tombe le motif principal qui avait poussé le garçon à dépasser le complexe d'Édipe. La fille y reste, elle, pour une durée indéterminée. Elle ne le démonte que tardivement, et lorsqu'elle le fait, c'est de manière incomplète. Les féministes n'aiment pas que l'on se réfère aux effets de cet élément sur le caractère féminin. Venez. J'arrive pas à jouer le diable dans cette adaptation de Faust. Le metteur en scène veut un diable gagnant sur tous les points. Il veut un personnage entier, qui n'est pas divisé, qui n'a aucun doute. Oui, c'est ça. C'est ce que dit le metteur en scène. Aucun doute. Une certitude totale. Pour vous, c'est un personnage à contre-emploi. Ah bon? Ce diable capitaliste qui veut de la jouissance, en fait, c'est 36 cases dominants qu'il veut. Ben, faites-le, amusez-vous. Pour lui, il y aurait du désir partout. Entre hommes, entre femmes, partout. Non, plutôt de la jouissance, parce que c'est... Longtemps, je n'ai pas compris pourquoi ce geste. Il est resté une énigme. Personnage entier, qui n'est pas divisé, qui n'a aucun doute. Jouissance, capitalisme, désir. Quelquefois, moi aussi, j'ai envie d'un petit bout de jouissance. J'ai envie d'un petit truc. J'ai envie d'un petit objet de jouissance. Un objet qui va me regonfler. Un petit objet qui me ferait croire que je ne suis pas trop divisée. Que je suis super puissante. L'iPad et moi, on suit comme ça, je suis toujours amoureux de ça. C'est le petit tas qui fait sa ruée, plus question qu'il parte en fumée. Il a acquis son importance, je cours après lui avec insistance. Grand Manitou, je suis tout à toi. Tu es devenu le grand roi. Ma danse à moi, je l'achète toute faite. Je veux plus penser, je suis connectée. Je me regarde regarder. Pourtant, je sens l'angoisse qui s'éveille. Ces petits machins ne sont pas éternels. Et si moi aussi, pour toutes séquelles, je finissais dans une poubelle? On s'arrête là. Ma très chère fille, je me suis rappelé d'un autre souvenir. Il concerne la pêche. La pêche de mon temps était réservée aux garçons. Mais quand on allait en vacances chez mon père, mon frère était incapable de se réveiller. Alors c'est moi qui partais avec mon père. Je me souviens qu'avant d'embarquer, on s'arrêtait au bistrot et on buvait un café noir. Ça me donnait mal au cœur, mais j'aimais tellement ça. Je faisais comme les garçons. La pêche, j'adorais ça. Je t'embrasse, ma fille. À bientôt. Venez. Je suis enfermée dans ma jalousie. Je deviens une victime. Ce qui est ridicule, c'est que c'est comme si je voulais être avec lui,
pour ne pas qu'il la voie. Je m'invente des scénarios. Lesquels? Je m'invente les relations et les rapports qu'il a avec des femmes. Ou plutôt une femme. Ce sentiment de jalousie, il participe à un fantasme. C'est tout à fait un fantasme. On s'arrête là. Venez. Il m'a envoyé un texto dans lequel il évoque une femme qu'il a rencontrée au café et qu'il trouve très séduisante. Il lui parle, elle lui répond et il batifole. Bon, en fait, il invente cette histoire. Et moi, je ne vois pas ça. Je vois une rivale et je ressens de la jalousie. Il m'a dit, mais je me suis amusée, c'est toi, cette femme. Il vous a mis en rivalité avec vous-même. La seule autre femme, c'est vous-même. L'autre, c'est vous. Ça fait interprétation. Ah bon? Ça fait interprétation. L'autre, quand il est pris dans le fantasme, l'autre, c'est moi. L'autre qui est à l'extérieur, que je vois comme une rivale, en fait, c'est moi. La rivale, l'autre, c'est moi. La rivale de moi-même. Mon ennemi. L'autre, il est dedans. Et moi, je le vois dehors. Et je m'invente des histoires. Il n'existe pas cet autre. Elle n'existe pas cet autre. Le seul autre qui existe, c'est moi. J'ai saisi. Cet autre que je m'invente, il n'existe pas. Je l'ai éprouvé dans mon corps, dans ma chair. C'est une expérience. Cette tendance à toujours mettre l'autre à la place du coupable. Il a dit ça, il a fait ça, il va encore faire ça. Il s'en fout de moi. Il n'existe pas cet autre-là. On s'arrête là. Venez. Mon père ne supportait pas ma petite ritournelle « Je ne comprends pas ». Alors il me lançait les livres de maths en pleine gueule, en criant « Mais ce que tu peux être con !» Votre père vous a transmis beaucoup de choses. Vous avez pris des bouquins dans la gueule, bon. Alors à table, je pleurais dans ma soupe, et ma mère, qui avait l'habitude de m'appeler Nounou, disait « Ma pauvre Nounou ». La pauvre Nounou. On s'arrête là. Ah bon? Ben pourquoi? Moi j'entends Nounou, N-O-U-S, Nounou les pauvres femmes. Elle vous a associé à ces pauvres femmes. Vous ne vouliez peut-être pas faire partie de ce Nounou, ces femmes qui pleurent, qui sont malheureuses. Nounou? Mais moi je croyais que c'était Nounou, le petit nounours. L'objet un peu... Et elle dit nous. Mais c'est autre chose. Nous. Cette pauvre nounou, ce n'est pas moi. Venez. Le metteur en scène me dit, je veux que tu mettes du sens derrière les mots. On dirait que pour toi, la parole n'a pas de sens. Tu pourrais dire n'importe quel autre mot, ce serait pareil. Moi, je lui dis, pour moi, le langage, c'est sacré. Le langage est sacré. On s'arrête là. Pourquoi? Pourquoi elle me coupe là? Pourquoi je crois que le langage est sacré? Sacré? Sacré quoi? Sacrément. Sacrément. Menteur, oui. Venez. Depuis mon enfance, je confonds les mots. C'est ma dyslexie qui veut ça. Ma dyslexie que je traîne depuis mon enfance. Ce n'est pas votre faute. C'est le discours qui veut ça. Mais ce n'est pas ça.
au sujet de cette peur. Cette peur, c'est la première chose dont je vous ai parlé ici. C'est pour ça que je suis venue. Depuis des années, vous ne m'en avez jamais rien dit de cette peur. Comme s'il n'y avait rien à en dire. Quelle est cette peur? Depuis toujours, j'ai l'impression que quelqu'un me poursuit, qu'il me veut du mal. Cette peur, elle est reliée à votre entrée dans le langage. Reliée au moment où il faut dire oui, non, ça c'est juste, ça c'est faux. Cette entrée-là a été un problème pour vous, une peur. C'est mon interprétation. J'ai refusé d'entrer dans le langage. C'est le mot juste, refus. Et vous y êtes entré cependant. J'ai refusé le savoir. J'ai refusé d'apprendre. D'ailleurs, la preuve, je suis incapable de comprendre quoi que ce soit d'abstrait. Ce n'est pas négatif pour moi. Vous l'avez payé cher, mais ce n'est pas négatif. On s'arrête là. Venez. Quand je suis rentrée de la maternité avec mon enfant, il s'est mis à gazouiller avec son père. Cela m'a frappée. Je m'étais dit, mon enfant ne gazouille pas comme ça avec moi. C'est avec son père qu'il gazouille. Qu'est-ce qui me manque? Gazouiller. Ce n'est pas une interprétation, mais plutôt une idée qui me vient comme ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose du gazouillement du côté de vous et de votre père? Ce sont les oiseaux qui gazouillent. Et vous savez ce que c'est qu'un petit oiseau. Le petit oiseau que vous ne voyez que du côté des hommes qui gazouillent ensemble et que vous ne retrouvez pas avec votre fils. Cela me rappelle une autre histoire de petit oiseau. C'était un petit oiseau qu'on avait recueilli avec ma mère et qui s'était enfui. J'en avais éprouvé une grande tristesse. Une part de vous qui vous échappe. Comment? Comment ça? Le petit oiseau ne sait pas qui il est. C'est bien une part de vous que vous y mettez, une part de vous qui vous échappe. Comme quand on aime, il y a une part de soi qui échappe et qui se perd dans l'autre. On s'arrête là. Venez. J'étais avec lui et il m'est arrivé une sensation étrange. Je me suis dit que jamais je ne l'avais vu vraiment. Qu'il y avait bien eu notre rencontre. Les mots échangés, les paroles dites, mais qu'au fond, je n'avais vu qu'un être qui s'était agité devant moi, qui parlait, qui essayait de me dire des choses, mais que je ne parvenais pas à entendre. J'ai eu cette sensation, comme s'il y avait un voile opaque entre nous, un voile qui nous séparait. Un voile opaque. On s'arrête là. Elle prend l'argent que je lui tends et elle baisse les yeux. La dernière fois, en sortant de la séance, je me suis sentie perdue. Je regardais les gens et je me disais, mais où vont tous ces gens? Tous ces gens qui au fond ne sont mus par rien. Où vont-ils? Où vont-ils ces gens lorsqu'il n'y a plus de sens? Oui, lorsqu'il n'y a plus de sens. On s'arrête là. Venez. Depuis quelque temps, un voile s'est installé sur ma voix. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai la voix voilée depuis que j'ai commencé à travailler sur ce spectacle. Au moment où vous vous dévoilez, un voile s'installe. On s'arrête là. À lundi. Passez un bon week-end. Je vais déposer un petit bout de moi sur le plateau. C'est très vrai.
À 18 ans, je suis devenue danseuse professionnelle dans un grand music-hall parisien. Je danse, je montre mes jambes, je montre mes fesses, je montre mes seins. Je suis une femme qui montre son corps. Mais ma nudité est un masque, ce n'est pas un dévoilement. Plus je montre, plus je me cache. Appelez-moi ce que vous voudrez, une vampe, une pin-up, une aguicheuse, une midinette, je porte un masque. Appelez-moi ce que vous voudrez, une femme fatale, une araignée, une chatte, une chienne, une cochonne, je porte un masque. Appelez-moi ce que vous voudrez, une godiche, une gourdasse, une greluche, une pétasse, une poufiasse, une conne, une sainte, n'y touche surtout pas. Vous vous méfiez des masques. Sous ce masque, que trouvez-vous? Une meneuse d'hommes, une menteuse, une menthe religieuse, une salope, une pute, une garce. Sous ce masque, vous trouverez peut-être une mère aimante, une vierge, une sainte. Vous cherchez la femme, vous ne trouverez que son masque. C'est la même structure, c'est la même intervenue. Oui. Non. D'accord. Je vous adresse ce mail pour vous dire que mon compagnon est décédé le 29 septembre. Après un an de lutte, dont je vous ai souvent parlé. Nous l'avons veillé 2 jours dans sa maison. Il y a cette perte, cette disparition irrévocable. La mort est insupportable. J'ai l'impression de vivre dans une maison qui n'existe plus, d'habiter des saisons qui ont disparu. Je vois le monde devant moi, et je n'y habite plus. Je loge ailleurs. Et dans cet ailleurs, je ne sais pas très bien si je rêve, ou si au contraire je suis trop éveillée. Combien faut-il de force et de courage pour traverser l'épreuve de la perte? Je joins à ce mail le texte partagé avec les miens. Chère Caroline, votre texte m'a beaucoup touché. Il y a des traits qui restent invariants à cette perte, elle est immense. Sans doute ce que Lacan appelle le réel. Je vous embrasse. Venez. Il me manque. Il me manque tellement. Dans ma vie, dans mon travail. Sur scène, c'était un maître. Je recevais, parfois même sans m'en rendre compte. Lui à votre service. Il y a tout ce qui ne pourra plus jamais se dire entre nous. Ce qui reste irrésolu. Quand un être meurt, son corps disparaît, sa chair, sa jouissance, son manque. J'étais cette femme qu'il aimait et qui était nouée à son manque. Cette femme n'est plus.
nous qui formions la paix. J'ai perdu mes repères, ils se sont égarés dans la tombe emportée. Quelque chose que je sens, quelque chose d'inconscient, je cherche l'objet perdu, mais il a disparu. Chez nous, on est des aristocrates. On a tout perdu. Mais on est toujours... Ah, ça. On s'arrête là. Venez. La dernière fois, en sortant de la séance, je me suis sentie anéantie. Comme si on avait touché à ma structure. C'est votre assa. J'ai dit à ça pour signifier que vous m'en avez pas beaucoup parlé de cette position. Finalement, est-ce que c'est ce qui aurait échappé à l'analyse? Chez nous, la loi du père passe par la transmission du nom de famille. C'est ça, la loi du père chez nous. C'est très juste. Et les filles ne transmettent pas le nom, enfin symboliquement, puisque aujourd'hui tout ça change. Et nos objets de famille, ils se transmettent de père en fils, depuis 500 ans. Un coffre, une tenture, des tableaux, des livres. C'est monstrueux. Nous avons une histoire, elle commence en l'an 1000. Nous avons des titres, le titre de prince. Les titres non plus ne se transmettent pas par les femmes. Ma famille est enterrée dans une cathédrale. C'est un monde éteint, je le conçois, mais nous y sommes attachés. Ce vous les filles, vous n'aurez rien. Ça, ce qu'a dit mon père, ça m'a rendue folle. Que mon père qui déménage et qui distribue ses objets de famille puisse me dire « Vous les filles, vous n'avez rien ». Ah ben ça m'a rendue folle furieuse. On s'arrête là. Venez. Qu'avez-vous pensé de mon texte? Est-ce que vous l'avez lu? Oui. Je n'ai pas envie de dire pour l'instant. Plus tard, je dirais. Ce non-avis, Moi, j'entends ce non-avis, ce non-avis, ce non-N-O-M avis. On s'arrête là. Venez. je suis furieuse. Ça m'insupporte de demander. Ça m'insupporte de ne pas avoir. Sentir ce manque. On en revient au nom, au titre, au prince, aux femmes qui n'ont rien, à cette famille qui a possédé et puis qui a tout perdu. C'est violent, mais c'est normal. C'est comme ça. Vous avez toujours les mêmes stratégies pour échapper au manque. On s'arrête là. Échapper au manque. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Si les filles n'ont rien, qu'est-ce que c'est que ce rien qu'elles ont? Ça doit bien être quelque chose. Qu'est-ce qu'elles ont de ne pas l'avoir? Elles l'ont pas. Venez. Je l'ai aidée dans la préparation de son exposition. C'était formidable. Mais bon, nous avons eu un différend quand même. Lequel? Eh bien, une fois que son exposition était terminée, que le public avait vu son exposition, il s'est complètement désintéressé de ce qu'il allait en faire. Il m'avait dit qu'il la découperait, qu'il la vendrait aux gens.
Mais bien sûr, les gens n'allaient pas partir avec un bout de son installation. Bon, moi en plus, j'ai pas l'habitude qu'on laisse tomber ces machins comme ça. Ah, ça c'est magnifique, je dois vous arrêter là-dessus, tant pis. Il faut que je sois lacanienne quand même. C'est cruel, mais c'est juste. Mais enfin, pourquoi? Ces machins, comment vous dites? Laissez tomber ces machins. C'est formidable, ça fait interprétation. Vous pouvez le mettre dans votre spectacle. Ces machins que vous ne pouvez pas laisser tomber, le coffre, la cathédrale, les tableaux de famille. J'ai rien contre. Mais c'est lourd quand même, hein, ça pèse. Allez, on s'arrête là. Je vous attends mardi? Oui, à mardi. Machin, c'est un drôle de mot pour dire la cause de ces mots. Machin, c'est un mot bizarre, ce n'est pas franchement du grand art. Machin, je n'ai pas trouvé mieux. T'étais juste là sous mes yeux. Anodin fantôme, tu surgis. Petit truc, t'en as pas fini de régenter toute ma vie. À ce que j'aime t'enchaîner, à mes machins. Ce que c'est beau d'être enchaîné à nos machins. Et pour te laisser tomber, ce serait peut-être plus commode simplement de tomber dans le décor. Même si tu n'es pas d'accord, ce que c'est bon d'être enchaîné à nos machins, à nos machins. T'es tout rigide, pourtant t'as pas pris une ride, et toujours je te vois commandant. Machin, tu te crois si important, ce que c'est bon d'être enchaîné à nos machins, à nos machins. Et si je pouvais pour le coup, si je pouvais te tendre le cou, réussir le retournement à cet éternel trébuchement, ce que c'est bon d'être enchaîné à nos machins, à nos machins. Quand j'étais petite, mon père avait l'habitude d'écrire dans une petite pièce au bout du jardin. Il avait fait un chemin de pierre juste pour moi. Dans notre jardin, il y a un bassin, une sorte de grande mare. Nous y jouons, ma sœur et moi. Elle a 2 ans, j'en ai 4. Ma sœur tombe en avant, la tête dans l'eau. Comme elle a 2 ans, elle ne peut pas se relever, elle reste là, la tête sous l'eau. Et puis, il y a un grand cri. Ma mère, avec sa mère, plus loin dans le jardin, écosse des haricots. Beaucoup trop loin, sans doute. Soudain, elle relève la tête et elle aperçoit ma sœur, la tête sous l'eau. Depuis combien de temps? Elle ne le sait pas. Elle se précipite, elle hurle. Elle prend ma sœur dans ses bras, elle hurle encore. Elle hurle à la mort. Son grand hurlement à la mort dit « Ne prends pas ma fille, tout, mais ne prends pas ma fille. » Ma sœur, inanimée, molle, dans les bras de ma mère. Mon père, plus loin dans sa petite pièce, entend le grand hurlement de ma mère. Il se précipite, il hurle aussi. Qu'est-ce qu'il y a? Il voit ma sœur, inanimée, molle, dans les bras de ma mère. Il l'attrape, il la couche sur la pelouse, il approche sa bouche de la sienne, il pousse sa langue, la petite langue de ma sœur, il la pousse sur le côté et il lui donne son souffle. Mon père, my English father, il en sait quelque chose des langues, du souffle et des mots. Il a donné à ma sœur the kiss of life. C'est comme ça qu'on dit bouche à bouche, dans la langue de mon père. Il faut dire que quand il était petit, il avait vu lui-même un enfant noyé. Il faut dire aussi que quelques jours avant cet événement, il avait lu un article
qui décrivait comment on faisait du bouche à bouche. En attendant les pompiers, il sauva ma sœur. Il la ramena à la vie. Et ma sœur, aux yeux de tous, vomit un petit poisson rouge. Une chose qu'on ne saura jamais, mais qui, malgré cet insu, se manifeste encore et encore. Alors petit à petit, avec les mots, on tisse un habit de vérité. Venez. Je n'ai pas eu la langue, moi. Mon père, il l'a donnée à ma sœur quand il l'a sauvée de la noyade. Vous n'avez pas eu la langue. On s'arrête là. Venez. Toute ma vie, j'ai eu peur d'être responsable de la mort d'autrui. C'est l'explication de la noyade. Soit votre mère absente, soit votre méchanceté. L'absence de votre mère, elle était avec sa mère, donc elle était une petite fille. Avez-vous poussé votre sœur? On ne le saura jamais. Mais l'explication est là, celle qui s'est construite. J'ai noué culpabilité, peur et jalousie dans la même ronde. C'est toute puissance d'être responsable. Elle est mêlée à la culpabilité. Et puis ne pas avoir su dire ou pu dire, ça c'est juste, ça c'est faux. Ça a créé un flou, une impossible séparation. C'est ça la culpabilité. Elle est infernale. Elle est dégueulasse. C'est bien. On s'arrête là. Ma sœur, après cet événement, elle a grandi. Moi, au fond, je suis restée dans les temps. Vous avez eu les temps. Ça fait interprétation. Dont je suis toujours complice. Et je répète sans faire semblant ce petit mot de mes tourments. Moi aussi j'aime the kiss of life, the kiss of life. Au fond de mon étang, c'est moi qui ai eu les temps. J'y loge des invités, toujours très bien cachés, voguant dans cette errance, ils m'emportent dans leur danse. Serait-ce là mon escorte? Parfois je voudrais être morte pour recevoir de la sorte the kiss of life, the kiss of life. Au fond de mon étang, c'est moi qui ai eu les temps. Mon mal comme un rubis, n'avoir pas eu le kiss, m'apporte sans raison une grande satisfaction, car il me donne à la fois et la souffrance et la joie, et jamais rien ne va bien. In that strange link, I want the kiss of life.
Ce cri de ma mère, ce cri qui a dit l'horreur. Je n'en garde aucun souvenir, mais il semble que toujours j'y reviens, comme si tout tournait toujours autour de ça. Ma mère qui, par ailleurs, ne criait jamais. Oui, et c'est un cri qui n'est pas adressé à l'autre. Dernièrement, elle m'a dit que cet événement s'était passé un lundi de la Pentecôte. Et qu'il n'y a pas un lundi de la Pentecôte sans qu'elle n'y pense. À ça. Alors c'est le traumatisme de votre mère. J'ai retrouvé une photo d'elle. Elle est entourée de ses enfants. Nous campons sur une plage et il y a un feu. En regardant cette photo, j'ai senti une sorte de réconciliation. Moi qui en avais souvent voulu à ma mère, du fait qu'elle ne voyait pas les choses, ou qu'elle ne voulait pas les voir, ou qu'elle ne pouvait pas les voir. J'ai pensé à cette odeur de poussière que je sens, cette odeur de poussière que je sens depuis que je suis enfance. Quand je sens cette odeur de poussière, je sais que quelque chose de vrai se passe. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est comme ça, je le sais. C'est quelque chose que je ne dois pas lâcher. C'est l'objet précieux. Il ne faut pas le lâcher. On s'arrête là. L'objet précieux, serait-ce la transmission dans ce qu'elle a de plus mystérieux? L'objet précieux, serait-ce le rire de ma mère et sa petite voix et ses chansons, une souris verte qui courait dans l'air? L'objet précieux, serait-ce le détour par le vieux château abandonné, parce que c'est là qu'il y a un trésor oublié? L'objet précieux, serait-ce the kiss of life? L'objet précieux, c'est la langue. Ainsi se termine la représentation de cette analyse. Ici commence le voyage des mots que nous vous avons déposés sur le plateau et qui maintenant repartent avec vous. Petits bouts de langue, morceaux d'un savoir inconscient, bribes d'un je ne sais pas, étonnement, questionnement, vérité successive, énigme ou l'insondable, l'insaisissable, l'innommable nous tendent la main.